Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle chronique Santé financière et je suis en compagnie de M. Yves-Patrice Baudin, qui est président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Yves, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir comme nouveau chroniqueur chez nous. On va avoir du plaisir. Yves-Patrice, moi je voudrais savoir exactement qu'est-ce que c'est Groupe Conseil Syndic autorisé en insolvabilité, parce que c'est un nom qui est long. Baudin Ouais. Groupe Conseil Syndic autorisé en insolvabilité. Bon, oui, c'est mon entreprise, dans sa plus simple expression. Un syndic autorisé en insolvabilité, c'est quoi? C'est un officier de justice. C'est quelqu'un qui va aider les gens qui sont en difficulté financière à surmonter leurs dettes, à venir à bout de leurs dettes, à régulariser leur situation financière quand ça ne marche plus. Quand ça ne va pas, que le banquier n'est plus capable d'aider, que le conseiller en placement n'a pas les ressources nécessaires parce qu'il s'occupe des placements, pas des dettes, il s'occupe de l'actif. Alors, à ce moment-là, mais ça prend une ressource. Cette ressource-là, c'est un syndic. Puis, on est une profession qui existe depuis une centaine d'années pour aider individus et entreprises à s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire là, que c'est automatiquement on fait faillite quand on vous rencontre. Absolument parce pas. Parce qu'il y a des solutions. Là. Il y a plein de solutions. La première chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous et de venir chercher des conseils. Parce que quand on ne comprend pas notre situation et qu'on est inquiet, il faut poser des questions, il faut aller chercher les réponses à la bonne place. Maintenant, est-ce que la faillite est une solution? Oui, ça arrive. Est-ce qu'une proposition, un arrangement avec les créanciers, c'est une solution? Aussi. Et puis, des fois, même souvent, on va référer les gens à d'autres ressources, au courtier immobilier, aux conseillers en placement. Des fois, on va les renvoyer directement à leur banquier, puis on va dire, bon, mais va t'asseoir avec ton banquier, aie une bonne conversation avec lui, et puis, il y a bien des chances qu'il soit capable de trouver une solution parce que c'est pas rendu au point d'avoir besoin de nos services à nous. Mais quand c'est nécessaire, on est là pour ça. OK. Mais vous pouvez aussi aider cette personne-là à faire des liens avec le banquier. C'est Oui. un peu beaucoup votre rôle, là. Notre rôle, c'est de conseiller. Donc, si c'est nécessaire ou que c'est pertinent, on va faire un lien, on va prendre le téléphone, on va appeler le banquier, on va appeler le prêteur. Des fois, c'est un prêteur précis. On va dire, bon, un client, là, il est dans mon bureau, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois c'est le gouvernement, le créancier. Donc, à ce moment-là, on peut prendre le téléphone, appeler le gouvernement et dire, regarde, ce client-là, là, il est dans mon bureau, il me demande s'il faut qu'il fasse une faillite. Je pense que non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Donc, ça n'arrive pas à tous les cas, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qu'on va chercher à faire. Là. On est probablement une des seuls business dans le monde où on est content quand le client, ne revient pas nous voir 2 fois. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Et puis, si les gens n'ont pas besoin, c'est correct aussi. Là. On n'est pas comme un resto où on est content quand les gens viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, c'est souhaitable parce qu'eux, ils veulent de la business récurrente. Puis, dans le fond, ça va garantir leur santé financière. Nous, les gens viennent nous voir seulement quand c'est nécessaire. C'est bon ce que vous venez de dire, c'est que pas nécessairement parce que ça arrive 1 fois que ça va arriver 2 ou 3 fois. C'est qu'on peut avoir une mauvaise situation qui est temporaire, due à la pandémie, où il peut y avoir toutes sortes d'occasions. À un moment donné, à partir du moment où c'est réglé et qu'on a reçu vos conseils, là, on peut repartir puis, Exactement. sur des bases plus solides. Tout à fait. On se réinstalle, on se refait une santé financière. C'est le nom de la chronique, mais c'est la réalité. Quand ça va mal, bien, il faut aller chercher de l'aide, il faut trouver une solution. Bien, on le fait. C'est notre travail. Conseiller, éduquer aux besoins, les intervenants qui sont dans le milieu et la rigueur dans le processus. Donc, quand c'est nécessaire, on entreprend les démarches qui sont appropriées. Quand ce n'est pas nécessaire, on réfère vers la ressource qui est appropriée. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez parlé de gouvernement. Oui. On doit de l'argent au gouvernement. Comment on s'arrange? D'abord, est-ce qu'ils sont ouverts, le Revenu Canada ou encore Revenu Québec? Est-ce qu'ils sont des gens ouverts? Ou s'il faut absolument, quand on a des problèmes au niveau du gouvernement, il faut faire affaire avec des gens comme vous pour nous aider à prendre ou à trouver des solutions avec eux? Ça dépend toujours de la quantité d'endettement dont on parle. Si on parle d'une petite dette au gouvernement, il y a beaucoup de personnes, là, suite à la pandémie, qui ont reçu de la PCU. La PCU est un revenu imposable. Il faut le déclarer dans ses revenus. Donc, vos comptables et vous-même devez l'avoir mis là, dans les déclarations qui ont été soumises là, à la fin du printemps. Si c'est une petite dette, bon, cette année, pandémie oblige, le gouvernement a donné des congés au niveau de l'intérêt qui est applicable sur les dettes. On va appeler ça une dette COVID, là, une dette à l'impôt due à la COVID. Profitez-en, mais planifiez un arrangement pour rembourser rapidement.
Là, on parle de personnes qui ont une petite dette à l'impôt et qui n'ont pas une récurrence de dette d'impôt. Le problème, souvent, c'est quand les gens ont année après année l'accumulation d'une dette fiscale pour l'impôt personnel ou pour l'impôt des sociétés. Et à ce moment-là, le gouvernement, bien, c'est un créancier involontaire. Hein? Ils n'ont pas choisi de vous prêter de l'argent. Donc, ils vont vouloir être remboursés. Ils ont des outils très puissants pour être remboursés. Les saisies de biens, les hypothèques légales, les saisies de salaire, c'est des outils que le gouvernement n'aime pas utiliser. Ça a l'air un peu bizarre de dire comme ça. Mais le gouvernement, il n'aime pas ça, faire ça. Parce que c'est du trouble, c'est des frais pour eux. Mais prenez le téléphone, appelez-les. Ça peut déjà amener à une solution intéressante. Si ça ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-là, venez nous voir. On va voir. Est-ce qu'on peut les appeler, nous, et agir comme intermédiaire pour faire une entente à bonne franquette, si on veut? Habituellement, des ententes pas trop longues. Le gouvernement n'aime pas ça, traîner les ententes très longtemps. Et si ce n'est pas viable ou possible de faire une entente, à ce moment-là, bien, les outils de la loi sur la faillite et l'insolvabilité sont disponibles. Ils sont ouverts à faire des ententes. De base, oui. La règle de base, c'est que le gouvernement veut que les gens payent leur impôt. Pourquoi? Parce que c'est la contribution qu'on fait au fonctionnement de la société. C'est ce qui a payé les soins de santé pendant la COVID, c'est ce qui paye l'éducation, c'est ce qui a payé les iPads des enfants qui en ont eu besoin pendant l'école à la maison. C'est ce qui paye les vaccins de COVID, c'est ce qui paye nos routes. Bon, si imparfaite soit-elle, on peut faire le débat sur la qualité des services. Mais le simple fait qu'on a des services, c'est à cause qu'on paye de l'impôt et des taxes. Fait que le gouvernement veut que les gens prennent une entente et régularisent leur situation. Ils ne sont pas fermés. Les prêts étudiants? Les prêts étudiants, bon. C'est encore le gouvernement? C'est toujours le gouvernement. Le gouvernement, il y a plusieurs sortes de dettes. Okay? Tout le monde pense à l'impôt en premier parce que c'est le plus visible, c'est celui qui est souvent considéré comme le plus désagréable. Mais il y a d'autres types de dettes gouvernementales. Les prêts étudiants, bien, c'est une dette qui est particulière. Le gouvernement, il y a plusieurs années, s'était rendu compte qu'il y avait eu une mode où les jeunes finissaient leur diplôme, allaient à la collation des grades et dans les heures, jours ou semaines qui suivaient, allaient faire une faillite ou une proposition et qu'ils se faisaient libérer de leur dette d'études. Donc, le gouvernement, ce qu'il a dit, c'est tant que ça ne fait pas 7 ans qu'il n'y a pas eu de fréquentation scolaire. Donc, on n'est pas dans la date du prêt, on est vraiment dans la date... La personne est assise ses bancs d'école. Là. À ce moment-là, on ne peut pas être libéré par une faillite ou une proposition de nos dettes d'études. Donc, il faut faire attention. En tant que syndic, c'est quelque chose que nous, on va questionner la personne quand elle a des prêts étudiants pour être certain que si on procède, soit que la dette, elle est vraiment tout petite, donc ce n'est pas un problème, soit que la dette, si elle est significative ou une des dettes principales, qu'on ne dépose pas un dossier là, et que la dette survive quand même à une démarche d'insolvabilité là, en proposition ou si on n'a pas le choix en faillite. Là. On ne veut pas être prêt avec une patate chaude après. Quel rôle vous pouvez jouer dans les pensions alimentaires? J'ai de la misère à payer ma pension alimentaire. Quel rôle que le syndic en insolvabilité peut jouer? Oui, je l'ai mis, là, Michel, dans les dettes du gouvernement parce que souvent, c'est le percepteur des pensions alimentaires qui gère le tout. Donc, un bureau à l'intérieur de Revenu Québec qui fait le travail de perception. Ce n'est pas une dette au gouvernement, c'est une dette à l'ex-conjoint ou à l'ex-conjointe. C'est une dette, c'est la dette parfaite, la pension alimentaire. Donc, la saisie de salaire peut continuer, la dette va survivre. Et dans un dossier d'insolvabilité, il y a une priorité qui est accordée à ce montant-là pour certaines périodes là, d'endettement. Mais le rôle du syndic, c'est de s'assurer que la personne qui a une obligation alimentaire, que sa situation financière va lui permettre de s'acquitter de son obligation alimentaire. Donc, souvent, les gens vont venir nous voir parce qu'ils ont carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, qui découle des fois d'avant la séparation ou de tout de suite après, là, le choc financier de la séparation, et qui se retrouvent avec plein de dettes. Et là, ouais, mais je suis plus capable de pension. Là, je suis plus capable de payer ma pension alimentaire. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, venez nous consulter. On ne peut pas vous libérer de votre obligation alimentaire, c'est vos enfants, mais on peut peut-être vous aider à vous libérer des autres dettes qui, elles, posent problème et qu'à ce moment-là, bien, vous allez être capable d'honorer vos obligations envers vos enfants au niveau de l'obligation alimentaire. Pension alimentaire passe avant tout, hein? Pratiquement. Oui, pratiquement. Selon la loi, là. Selon la loi, il y a une priorité, mais seulement pour les arriérages des 12 derniers mois. Donc, si une personne a 3 ans d'arriérage, la priorité dans la loi sur la faillite va s'appliquer sur les 12 premiers mois. Le reste de la dette va être considéré comme non garantie ordinaire, mais elle va survivre quand même. Là. Le résidu de dette va survivre. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de la situation de la personne pour faciliter sa capacité à honorer son obligation alimentaire.
Impôts et amendes. Impôts et amendes. Deux choses. L'impôt, ben, c'est l'impôt. C'est les revenus, c'est l'impôt déduit à la source, l'ajustement. Mais Revenu Québec a la capacité d'imposer une amende à quelqu'un qui ne fait pas ses impôts, qui ne dépose pas ses déclarations de revenus. C'est juste le Québec? Revenu Canada a la capacité de le faire aussi. Revenu Québec a peut-être tendance, moi je les vois peut-être un peu plus souvent. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus avenants à le faire, que leur mécanique est plus facile de ce côté-là. Mais quand ça fait plusieurs années qu'une personne n'a pas fait ses impôts, elle est sujet à une amende, autant au fédéral qu'au Québec. Et c'est pour ça qu'à la base, là, si vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous ne serez pas capable de payer vos impôts, de grâce, faites la production. Vous allez éviter la pénalité, qui n'est pas une amende. Vous allez éviter l'amende pour non-production si ça traîne pendant plusieurs années. Et n'oubliez pas, une amende, comme une contravention pour excès de vitesse ou un ticket de parking, c'est non libérable. Donc, c'est une dette dont vous allez devoir passer à travers d'une manière ou d'une autre. Et là, on n'est pas dans une dette normale. Là. On n'est pas dans c'est pas une dette commerciale, c'est même pas une dette fiscale ordinaire, c'est une punition. C'est comme si on envoie un enfant dans le coin, bien, il va sortir du coin quand le parent va lui dire « c'est beau, ta sanction est terminée ». L'amende, bien, la sanction, elle se termine quand on a payé. On ne peut pas s'en libérer. Qu'est-ce qu'on fait avec des dettes qui sont dues au ministère comme l'aide sociale, le chômage? Bon, on a trop perçu, vous avez parlé tantôt de la PCU, là. Oui. Et on a trop perçu, il faut remettre, on n'est pas capable, on a une pension alimentaire, là, ça n'arrive pas, puis on n'est pas capable de rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça revient toujours que le fait que ce soit une dette au gouvernement? Ça dépend de comment le gouvernement encode la dette. Donc, il y a des gens qui ont des dettes d'aide sociale, des dettes au chômage, que c'est une erreur de calcul. C'est plutôt rare. Souvent, c'est parce que les gens ont perçu du chômage ou de l'aide sociale à un moment où il y avait une autre source de revenus. C'est fait souvent de bonne foi. Qu'ils n'ont pas déclaré pour toutes sortes de raisons. Exactement. C'est pas nécessairement une mauvaise foi, mais c'est considéré comme une aide reçue sans droit. Et ça finit par être classé au niveau de la loi sur la faillite et l'insolvabilité avec les fraudes. Donc, c'est non libérable parce que, bon, on s'entend, là, quelqu'un qui subit une fraude, là, je parle d'une fraude classique. Là, je vais prendre un personnage connu là, de l'histoire financière québécoise, Vincent Lacroix, qui avait fraudé beaucoup de ses clients investisseurs. Bien, la dette, elle est non libérable quand elle résulte d'une fraude. Maintenant, si on obtient des biens sans y avoir droit, aide sociale, chômage, à ce moment-là, la dette peut survivre, elle aussi, à une faillite. Mais l'idée, c'est de prendre une entente et les ministères vont s'entraider entre eux. Donc, si on a un remboursement d'impôt et une dette à l'aide sociale, ils vont prendre le remboursement d'impôt, vont l'appliquer sur la dette d'aide sociale. Donc, en soi, ce n'est pas négatif parce que c'est comme si on faisait un paiement. Et on prend une entente avec eux. Et au besoin, on consulte un syndic autorisé en insolvabilité pour qu'on puisse aider tout ce qui touche le autour et aider les gens à être capables de régler ces dettes-là. Un peu comme les dettes alimentaires, un peu comme les pensions alimentaires. Je fais le lien avec les autres types de dettes. Quand on règle ce qui est plus viable, on est capable de s'occuper de ce qui est nécessaire. Ce que je comprends dans cette première chronique-là, c'est que peu importe la dette qu'on a envers le gouvernement provincial ou fédéral, il y a moyen de prendre des ententes, il y a moyen de parler avec eux, puis avec vous, comme conseiller, là, de nous guider pour... toute situation, il y a toujours une solution. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Il y a toujours une solution, il y a toujours une bonne raison d'avoir une belle conversation avec notre créancier. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la dette principale des gens, l'élément principal de l'endettement gouvernemental des gens, c'est l'impôt. Et dans le cas des travailleurs autonomes, là, tout ce qui est TPS, TVQ, ces dettes-là, elles sont libérables. Donc, prenez le temps de consulter. Vous allez être capable de trouver une solution. Et rarement, on a pris beaucoup de temps de la chronique pour parler des dettes non libérables au gouvernement, mais c'est les petits montants qui sont souvent non libérables. L'impôt, ça monte vite, les pénalités sont présentes, l'intérêt est court. Venez chercher de l'aide. Et puis ces dettes-là, elles sont libérables là, dans l'écrasante majorité des cas. Donc, il y a des dettes qui sont libérables, d'autres moins libérables. Effectivement. Merci beaucoup. Si on veut consulter notre chroniqueur Yves-Patrice Baudin, vous pouvez le rejoindre au 418-476-3334 ou encore au 1-833, numéro sans frais. Exact. 476-3334. Donc, le numéro sans frais, 1-833-476-3334.
3334. Donc, c'est toujours le même numéro, Exact. soit que local 418 ou sans frais 1833. Exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, pour Michel. chronique. C'est très intéressant parce Merci que ça nous beaucoup. aiguille beaucoup sur les possibilités. Et il y a toujours des solutions à un problème. Exact. Voilà. Alors, cette première chronique santé financière présentée par Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Alors, notre prochaine chronique, le 2 août.